suis franco-israélien. Je suis titulaire des diplômes de master en histoire de l'Université de Tel Aviv et d'un doctorat de l'École d'autres études en sciences sociales en histoire. J'ai fondé Causeur avec Elisabeth Lévy et d'autres en 2007, novembre 2007. Et depuis, je consacre tout mon temps, presque, au journal, à l'écriture, à la gestion. Oui, évidemment. Mais je voudrais aussi mettre en garde contre une vision trop économiste, je dirais, de la géostratégie. On se souvient encore des très grands projets de la décennie euphorique de l'année 1990 et en général de l'idée que le développement, la prospérité, les commerces amènent forcément et durablement la paix. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'exemples qui vont à l'encontre. Parfois des guerres éclatent quand on se demande quel est l'intérêt des uns et des autres si on se pose la question purement sur le registre économique. Avec par exemple dans les relations entre Palestiniens et Israéliens, qui est pour moi le meilleur exemple, on peut arguer, on peut avancer que les Palestiniens individuellement et économiquement parlant ont souvent gagné depuis 1967. Pourtant, on constate que ce n'est pas suffisant, qu'ils ont besoin d'autre chose et que avoir un État, autodétermination, dignité, être citoyen, etc. sont souvent plus importants pour les gens. On voit, juste parce que c'est passé hier, les référendums grecs, on voit aussi que les gens ne raisonnent pas strictement un homo economicus, qu'on est profondément des êtres politiques et que je dirais même que nous ne sommes pas entièrement des êtres rationnels, qu'on a d'autres dimensions qui sont beaucoup plus importantes pour notre bonheur, pour notre épanouissement et qui sont essentielles pour notre vie et qui ne sont pas réduites en comportement économique et rationnel. D'accord. Mais du coup, quand vous dites que la situation de manière individuelle des Palestiniens économiquement s'est améliorée, vous voulez dire que leur niveau de vie par rapport à il y a 5 ans? J'ai dit que pour certains et pour certaines époques, on peut le dire comme je dirais autrement. J'ai dit qu'entre 67, donc la guerre des 6 jours, et le début de l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et 1987, c'est-à-dire décembre 1987, c'est le début de la première intifada. Et dans ces 20 ans, ces vingtaines d'années, je pense que c'est pas abusif d'avancer que la situation économique des habitants de la Cisjordanie et de Gaza s'est améliorée considérablement. Et pourtant, un bon jour, un accident de voiture, sont toutes banales, pas loin d'Ashdod, un jour de décembre 87, a mis le feu aux poudres et a changé durablement les relations, la carte, le cours de l'histoire du Moyen-Orient. Donc les gens n'ont pas fait uniquement les calculs, très bien, je travaille dans la construction à Tel Aviv, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai construit un 2e voire 3e étage dans ma maison, j'ai une bagnole et mes enfants courent dans la rue avec des baskets dernier cri. C'est pas les gens, on ne peut pas réduire l'être humain en société à ces genres de considérations. Ceci étant dit,
je ne dis pas que c'est pas important, voire essentiel, mais on peut pas faire abstraction de primat du politique, de la politique et du politique. Les relations économiques ont certainement leur importance quand on risque de perdre de l'argent ou quand on espère en gagner. On réfléchit autrement que quand il n'y a pas d'enjeu. Ça, c'est sûr et certain. Les liens, ceux qui profitent de ces relations forment à la fois en France, à la fois en Israël et en Turquie des relais d'influence importants. Ils ont intérêt à ce que les choses s'améliorent. Souvent les pressions viennent de leur part, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin des contacts, ils ont besoin des visas, ils ont besoin des changements de loi. Donc l'économie joue un rôle très très important, surtout quand la relation, quand la dimension, je dirais, ostentatoire, parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe. Mais c'est clair qu'officiellement, les relations diplomatiques entre Israël et la Turquie depuis un petit peu plus de 5 ans sont au niveau assez bas. Il n'y a pas d'ambassadeur, il y a un sort de chargé d'affaires. Et entre les dirigeants de deux pays et les élites politiques de deux pays, les échanges ne sont pas caractérisés par, je dirais, la bienveillance. Je pense aussi, ce qui est encore plus inquiétant parce que beaucoup plus profond, parce que les discours politiques peuvent changer du jour au lendemain, j'ai l'impression que au sein de la société turque, une hostilité profonde et durable vis-à-vis d'Israël, voire vis-à-vis de Juifs, parce qu'il ne faut pas oublier que la communauté juive de la Turquie a souffert énormément ces dernières années. Je pense que quelque chose de profond et de durable s'est installé. Je n'ai pas de chiffres, donc je ne peux pas désigner les contours de ce phénomène, mais j'ai l'impression que je dirais les discours de l'AKP depuis 5 ans, depuis un petit peu plus en fait, parce que ça a commencé à la fin de 2008 avec les clashs à Davos entre Erdogan et Pérez. Je pense que ce qui pourrait être pour les politiques une tactique, un discours à des fins politiciens peut-être, pour les gens qui écoutent, pour les gens qui intègrent, qui enregistrent, qui intègrent ces genres de discours de position, l'effet est beaucoup plus durable. Parfois, les politiques arrivent à trouver les mots pour mobiliser, mais une fois mobilisé, il est souvent très très difficile, et ça prend énormément de temps à démobiliser le public qu'on a appelé à adhérer à un certain nombre d'idées. Donc, pour moi, ce qui est le plus inquiétant, c'est cela, c'est-à-dire combien, je pense qu'il y a 70 millions de Turcs autour de ça, combien de ces Turcs-là, de ces citoyens turcs, ont développé une image très négative d'Israël, des Israéliens et des Juifs depuis que les relations entre les deux pays se sont dégradées en 2008-2009. On ne part pas de même point de départ. Avec la Turquie, pour moi, le point de départ de cette discussion, on peut en prendre un autre, c'est, pour utiliser une formule un peu
banal, c'est une sorte de lune de miel tout au long des années 90, avec des relations très étroites, des visites des uns et des autres, des relations entre les deux établissements militaires et de défense, des relations très très proches à beaucoup de niveaux. Je parle d'une Turquie qui est la destination touristique favorite des centaines de milliers d'Israéliens. Je pense qu'à peu près un Israélien sur 5, dans une quinzaine d'années, un Israélien sur 5 a visité la Turquie. Très souvent, il est rentré chez lui avec plutôt des bons souvenirs et une image plutôt positive, même si, comme souvent, le tourisme est un peu caricatural, mais ce n'est pas ça qui compte. Il y avait jusqu'à la fin des années 2000 et pendant une bonne quinzaine d'années, des relations, je dirais, assez chaleureuses, relativement étroites, et bien au-delà des élites. Bien au-delà des élites, vraiment. Pour ce qui concerne la Jordanie et l'Égypte, la situation est complètement différente. Là, il s'agit d'un accord des raisons. Les problèmes de société arabe, c'est que leur nationalisme est en quelque sorte l'un des piliers de leur identité nationale et le rejet d'Israël et du sionisme. Par analyse, par calcul, par intérêt, une petite partie des élites de ces pays, très encouragées par les États-Unis et l'Europe, a franchi les pas et a signé des accords de paix avec Israël. Mais dans les deux pays, il n'y a pas d'adhésion populaire. Les relais dans les élites intellectuelles et l'intelligentsia est assez, je dirais, réduite et voire parfois inexistante. Et on voit même que, comme c'est le cas en Égypte aujourd'hui, quand il est difficile de s'attaquer au pouvoir en place sur d'autres sujets, le ventre mou, c'est toujours se montrer un peu plus intransigeant vers Israël, parce que si on attaque aujourd'hui Sisi parce qu'il est trop dur avec les frères musulmans, on est exposé à une réaction qui pourrait être assez violente. Mais si on attaque, et puis il se sent à l'aise idéologiquement, il a des réponses pour ça. Mais si on s'attaque à Sisi parce qu'il est collabo, parce qu'il travaille avec Israël, alors là, qu'est-ce qu'il peut répondre? Dans le contexte actuel, il est impossible de s'afficher publiquement, c'est difficile, le prix est très élevé si on s'affiche publiquement avec Israël. Israël pourrait pour certains, Israël pourrait être une maîtresse, jamais une femme. Jamais. Jamais. Donc c'est toujours quelque chose honteux qu'il faut expliquer. Chaque fois qu'il y a une tension, une guerre, etc., on rappelle ces ambassadeurs, on attend que la situation, qu'on oublie un petit peu, pour faire revenir l'ambassadeur, et c'est là où on revient vers la dimension économique, parce que souvent c'est quelque chose qui passe sous le radar. On n'est pas obligé de faire une cérémonie avec une garde d'honneur qui présente les armes pour chaque conteneur ou pour d'autres transactions, parce que l'économie c'est pas que des échanges de marchandises, c'est beaucoup d'autres choses.
Alors je pense que c'était, somme toute, c'était c'est peut-être pas le rêve du gouvernement israélien, c'est peut-être pas ce qu'ils espéraient, mais finalement, je pense que c'était une expérience importante. Pourquoi? Parce que confronté aux contraintes du réel, Morsi, vis-à-vis d'Israël, était plutôt président de l'Égypte que chef de frères musulmans. Il n'a pas envoyé l'ambassadeur israélien, il n'a pas fermé l'ambassade, il n'a pas rompu avec Israël, il avait une politique différente sur certains points, mais c'était pas révolutionnaire. C'était pas révolutionnaire. Donc en quelque sorte, il s'est mouillé. Et il a aussi mouillé les frères musulmans. Donc l'argument aujourd'hui disant qu'il représente une alternative radicale en termes de relations extérieures, en termes de géopolitique, etc. On peut simplement dire aujourd'hui que les 12 mois à peu près au pouvoir de Morsi n'ont pas fourni la démonstration pour cela. Et de ce point de vue, je pense que c'est très important. Je rappelle aussi que c'était lui, je pense qu'aujourd'hui il s'en mord le doigt, qui a viré Tantawi après un méga attentat dans le Sinaï, un attentat dans le dîner d'Iftar. Je pense que c'est 2012, 2013, je ne me rappelle plus des dates. Dans le Sinaï, quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui se passait la semaine dernière. Il a utilisé l'occasion pour se débarrasser des Tantawi, pour promouvoir un jeune général pas très connu hors l'armée égyptienne qui s'appelait Sisi. Donc il faut aussi se souvenir de cela. Je n'ai pas la moindre idée. Je ne sais pas s'il y a une position officielle, publique israélienne, mais je pense que le souci majeur d'Israël est que l'Égypte retrouve, que le système politique égyptien retrouve le plus facilement possible sa légitimité, parce que l'Égypte souffre essentiellement d'une crise majeure de légitimité depuis la chute de Moubarak. C'était supposé être rectifié avec l'élection de Morsi. Il y avait des élections, c'était à mon avis 51-49 ou quelque chose comme ça. Il a gagné. Ils ont donné l'air de bien accepter, mais peu importe la faute à qui, très vite, Morsi a perdu une grande partie de la légitimité sortie des urnes, qui est la plus grosse légitimité qu'on connaît aujourd'hui, c'est de sortir gagnant des élections. C'est ça en fait qu'en démocratie, c'est une majorité, juste entre parenthèses, une majorité n'a pas raison, une majorité est légitime. C'est ça la différence. Et le plus important dans un État, c'est que les gouvernements soient légitimes. Parce que sinon, pour faire agir les gens, il faut un gendarme derrière chaque personne. C'est le fait qu'on accepte la légitimité des décisions qui ne nous plaisent pas qui permet à des États, à des sociétés d'exister. Et donc, Morsi, par sa politique, parce que c'est lui qui était le président, a perdu sa légitimité assez rapidement. Ce qui s'est passé après, on voit aujourd'hui
n'a pas rétabli une nouvelle légitimité et les violences, pas uniquement dans le Sinaï, parce que dans le Sinaï c'était aussi avant. Ce qui est plus inquiétant, ce sont des attentats au Caire et dans d'autres villes en Égypte. Et l'effet que le frère musulman, les gens qui ont voté pour le frère musulman, ils ne sont pas prêts à lâcher. Et ils ont des arguments constitutionnels valables. Donc, pour revenir à la question, pour Israël, il est essentiel que l'Égypte soit stable, retrouve la stabilité. Pour cela, l'Égypte, le système politique égyptien doit retrouver la légitimité. Et personnellement, je ne vois pas comment on peut le faire sans proposer politiquement quelque chose à 20, 25 ou 30% ou 40% des Égyptiens qui ont voté pour le frère musulman et qui, même s'ils sont minoritaires, sont suffisamment nombreux pour empêcher, retirer toute légitimité politique en dirigeant le pays. Donc il faut que les Égyptiens trouvent une façon de renouer le dialogue et de trouver un cadre pour un accord national pour refonder leur système politique. Et là, la réponse enfin, je ne pense pas que ça passe par des exécutions de masse et encore moins par des exécutions hautement symboliques comme par exemple l'exécution de Morsi. Les relations entre Israël et les frères musulmans sont vieilles de plusieurs décennies et ils ont connu des changements. Il ne faut pas oublier non plus que le Hamas est la branche palestinienne de frères musulmans et que même avec les Hamas ou avec les frères musulmans palestiniens qui précédaient le Hamas, parce que le Hamas était né avec en même temps que le premier intifada à la fin des années 80, les relations étaient parfois ambiguës parce que dans l'équilibre de force entre Israël et les différents mouvements palestiniens, les religieux étaient un acteur qui pouvait contrecarrer les autres acteurs qui étaient plutôt nationalistes ou les différents fronts, donc marxistes, léninistes, maoïstes, etc. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien sur ces sujets-là est surtout pragmatique. Avec Morsi, quand il fallait travailler avec lui, il n'a pas été boycotté, loin de là. Je pense que, peut-être on en parlera tout à l'heure, même vis-à-vis du Hamas, c'est une question de temps, à mon avis, avant qu'une autre relation se mette en place. Avec l'islam politique turc, pendant un certain temps, je ne dis pas que c'est la même chose, mais c'est aussi une expérience parallèle. Avant décembre 2008, les relations avec l'islam politique à la turque étaient plutôt bonnes. Donc c'est pas... je pense qu'il y a un grand pragmatisme, si ce pragmatisme raconte de l'autre côté une certaine souplesse. Évidemment, si quelqu'un se réclame directement d'El Bana, de fondateur de Frères musulmans, sans rien lâcher, sans rien changer, ça va être difficile. Mais quand on gère un pays, quand on gère des États aussi grands
puissant, important de la Turquie ou l'Égypte, on peut difficilement se contenter de réciter de tracts. Je pense que au Moyen-Orient, tout le monde est conscient de défis posés par l'État islamique et que ça ouvre des portes jusqu'à leur fermer et ça renforce des liens déjà existants mais je dirais mais discrets. Donc là-dessus, je pense que c'est vrai. C'est vrai aussi, et voire beaucoup plus, face à un autre défi qui est plus vieux et plus important, c'est l'Iran. Donc si on compare le Moyen-Orient en système solaire, en constellation, donc la gravité, les champs gravitationnels de l'étoile iranienne, a perturbé les autres étoiles beaucoup plus que la météorite Daesh qui risque de faire des dégâts. Mais on n'est pas, astronomiquement parlant, on ne parle pas de la même taille, de la même durabilité et de même ordre de grandeur de défi. Donc, je pense d'ailleurs qu'on va retrouver globalement les mêmes acteurs, même si ça perturbe un petit peu, on se retrouve à peu près dans le même camp si on pose en face l'Iran ou si on pose en face Daesh, sauf sur à la marge la question irakienne. Donc je pense que ça fait un petit moment que le Moyen-Orient est en train de... Donc les alliances et l'équilibre de force et des intérêts au Moyen-Orient est en train de changer parce que les défis ont beaucoup évolué depuis la fin de la guerre froide. Je pense qu'on peut, sans prendre trop de risques, constater que une page est en train d'être tournée au Moyen-Orient. Et la page qui était ouverte ou écrite à la fin de la Première Guerre mondiale et qui a pris une ampleur avec la nationalisation du Moyen-Orient, la naissance des nations arabes, des États arabes, des dynasties, après des républiques, et entre 52, la révolution en Égypte, et 69, la révolution en Libye, les nations arabes se sont transformées avec évidemment l'exemple algérien qui a rayonné, influencé tout le monde, mais tous ces chapitres sont en train d'être terminés et des fissures plus anciennes sont en train de refaire surface. Des lignes de partage selon des appartenances confessionnelles, ethniques, les groupes laissés de côté dans les années 1910, 20, 30, 40, comme les Kurdes par exemple. Tout cela revient, mais c'est pas un simple retour en arrière. Parce que je ne pense pas que les mêmes noms, les mêmes dominations
porte aujourd'hui le même sens, parce que même si l'État-nation à l'occidental a complètement échoué pour le moment au Moyen-Orient, il y a très peu de nations au Moyen-Orient, et encore moins d'États-nations. Il y en a quelques-uns qui ne fonctionnent pas très bien, mais qu'on parle du Liban, qu'on parle de la Syrie, qu'on parle de l'Irak, qu'on parle du Yémen, qu'on parle de la Libye, on n'a pas parlé de Soudan, etc. On voit que ce ne sont pas des nations comme les nations européennes, ou les nations de l'Amérique du Nord, Nouvelle-Zélande, Australie, etc. Rien à voir. Et que les États et les institutions qu'ils ont pu créer ne fonctionnent pas comme les institutions des États-nations occidentaux. Donc, ceci étant dit, je pense que le modèle de tout le monde reste ces genres de fonctionnement. C'est-à-dire, si aujourd'hui les Kurdes ou les chiites ou les sunnites en Irak cherchent à retrouver une identité soi-disant qui soi-disant précède les partages de 1916-1918 et les accords de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ils souhaitent donner encore 20e siècle à ces aspirations, à créer des États. Et donc, ce que je pense, c'est que l'idée de la nation arabe évolue, et la nation arabe qui est née à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, comme une idéologie permettant de contourner les divisions, de permettre notamment aux chrétiens et musulmans de trouver un toit identitaire et un dénominateur commun. Après à peu près un siècle, on voit que c'est impossible et qu'une nation au Moyen-Orient, probablement, a très peu de chances de réussir si elle n'est pas fondée sur un seul dominateur commun identitaire. C'est-à-dire, une nation arabe aujourd'hui, on voit ça chez les Palestiniens, on voit aussi en Égypte, en Irak, nation oui, mais avec que de musulmans, sans juifs. Les juifs étaient éjectés déjà entre les années 40 et 50. Donc, pas de juifs, pas de chrétiens, et aujourd'hui on voit que même peut-être pas de chiites ou pas de sunnites. Dans ces conditions-là, évidemment, tout le monde cherche, parce que c'est le seul modèle, tout le monde cherche à se doter d'un État, un drapeau, délégation aux Nations Unies, ambassade, souveraineté. Donc on est dans un modèle national, mais qui n'est pas du tout le modèle national des intellectuels de 1890, de 1910. Ce ne sont pas des modèles qui sont là pour créer quelque chose qui englobe, mais ça donne corps au particularisme. Donc c'est ça qu'il faut... Donc on n'est pas en train de revenir vers les composants d'un Moyen-Orient pré-national, mais on est en train d'arriver au bout d'un processus de nationalisation qui a commencé par une sorte de pluralisme, des communautés et des religions, et qui se termine par quelque chose de très homogène, qui régit le soi-disant corps étranger. Est-ce que du coup vous pensez que cette évolution majeure du Moyen-Orient, quel lien on peut faire avec la fameuse politique des ceintures israélienne? La politique des ceintures, d'abord le fait majeur est que, au moins depuis quelques décennies, c'est clair qu'Israël aurait aimé renégocier ses frontières.
au moins avec les Palestiniens. Et que une solution, jusqu'à dans les années 80, et même aujourd'hui, c'est-à-dire il y avait pendant 25 ans, on était dans la solution à deux États, le two-state solution, c'était le credo. Mais je vous rappelle qu'avant, on parlait d'autonomie et on parlait de ce qu'on appelait l'option jordanienne. Donc il y avait d'autres possibilités, d'autres options sur la table. Et je pense que là, on arrive à terme de la primauté de la doctrine de deux États, et que d'un côté en Israël, on parle d'un seul État avec la citoyenneté pour tous, même au sein de la droite, même chez les colons, il y a de plus en plus de voix qui disent qu'on ne peut pas continuer comme ça, il est hors de question de céder quoi que ce soit, il est hors de question non plus de garder 2 ou 3 millions de personnes sans droit civique. Donc, pourquoi pas, qu'ils votent, on verra. Donc on voit que la question est posée. De l'autre côté, je pense que petit à petit, la question du rôle de la Jordanie dans une solution définitive revient. Après, je pense que la rupture était autour de 86-87, quand les négociations entre Pérez et les rois Hussein ont échoué. Et donc c'est à ce moment-là que la Jordanie a dit « Ok, je vous laisse les enfants vider vos querelles ». Et donc 28 ans plus tard, ou presque une trentaine d'années plus tard, je pense que ces pistes-là se réchauffent petit à petit, de nouveau, je pense. Donc pour revenir à la question des ceintures, le fait qu'on est en train en quelque sorte de redistribuer les cartes au Moyen-Orient va dans ce sens-là. Parce que le pilier de l'option des deux États pour deux nations était que les frontières, les nations sont intangibles. Que depuis 1945, la religion internationale, c'est si on veut la paix, ne touchons pas aux frontières. On voit que sous la pression, c'est pas seulement au Moyen-Orient, on voit aussi dans l'est de l'Europe que les choses peuvent changer. On voit en Ukraine, on a vu ce qui se passait au Soudan, Éthiopie et Érythrée. Donc il y a pas mal d'exemples. Et on voit aussi les pressions, on voit ce qui se passe en Irak, qui est dans un état de décomposition avancé, avec un état d'effet kurde. On ne sait pas ce qui va se passer en Syrie, mais beaucoup de choses sont possibles. Et donc, pour ne pas parler de Liban, qui est une autre solution, mais qui est aussi fondée à l'impossibilité de nation, quelque sorte. Et donc, d'un État, ce qui répond aussi à la question de ce qu'on peut faire avec les Libans sur le Golan, parce que la question tout de suite est, c'est qui les Libans? Oui. À qui on s'adresse? À qui on s'adresse? C'est-à-dire, on sait à qui on s'adresse, mais on ne sait pas qui peut livrer la marchandise. Parce que probablement ceux qui ont le vrai pouvoir au Liban, c'est le Hezbollah, mais ils se gardent bien de porter le chapeau. Il laisse quelqu'un d'autre de recevoir les ambassadeurs, mais c'est lui qui lui dit ce qu'il faut leur dire globalement. Donc, si on dit Liban, le gouvernement libanais, je pense qu'il y a des choses qu'on peut voir avec eux, mais est-ce qu'après ils sont capables de faire quoi que ce soit? Ça, c'est une autre question. Et la réponse à mon avis, n'est pas positive. Donc, on est en train aujourd'hui d'être devant une redistribution massive des cartes, et avec une autre façon de réfléchir des acteurs, et ça pourrait ouvrir d'autres possibilités. Ça peut être aussi pire. Hein. Je ne dis pas uniquement que ça ouvre de bonnes perspectives, parce que pour Israël, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué d'évoluer dans un environnement sans interlocuteur clair. Et les États arabes, le meilleur exemple c'était la Syrie, aussi farouchement opposés à l'existence d'Israël,
Et malgré plusieurs guerres, à Damas, il y avait quelqu'un qui avait une parole, et une fois il a dit oui, il avait aussi la capacité de passer un coup de fil et de se faire obéir. Tandis qu'aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas. C'est pas le cas, que la Syrie, globalement, c'est devenu en termes géographiques. Politiquement, la Syrie n'existait plus. Et même si on suit ce qui se passe sur la frontière entre Israël, le Liban et la Syrie, on voit que tous les quelques mois, ce sont des interlocuteurs différents, c'est pas très clair qui ils sont, c'est compliqué d'établir la communication avec eux parce que c'est quand même essentiel pour savoir qui fait quoi et comment. Israël a décidé de traiter des cas humanitaires, donc il y a des milliers de Syriens qui étaient déjà hospitalisés en Israël. Et pour cela, il faut un minimum de contacts pour que ceux qui se rapprochent de la frontière ne se font pas tirer dessus. Il faut, qu'est-ce qu'on fait, quelle heure, avec qui, peut-être échanger de numéro de portable, etc. Donc il y a un minimum. Et quand de l'autre côté ça change, c'est très compliqué à gérer. Donc ça ouvre des possibilités, mais dans le court terme, peut-être dans le moyen terme, ça pose de véritables difficultés, parce que même dans les cas d'une action militaire, terroriste, qu'est-ce qu'on fait? Quand il s'agit d'un État, il y a plusieurs leviers. On n'est pas obligé de tuer celui qui a tiré le bout de mortier. On peut envoyer un signal ailleurs parce qu'on sait que c'est un corps et on peut lui faire mal à l'oreille, au bras gauche, à la jambe droite et qu'il comprend. Mais si on a un problème avec une milice sur le Golan et peut-être 3 km au nord et 1500 mètres à l'est, c'est déjà quelqu'un d'autre qui sera bien content, d'ailleurs. Donc c'est même pas en stratégie, c'est une sorte de micro-tactique. Et c'est très compliqué à gérer, d'établir un rapport de pouvoir qui oblige évidemment d'avoir des interlocuteurs rationnels qui savent calculer les coûts et les bénéfices de leurs actions. Et même à leur manière. Ce n'est pas toujours le cas des groupuscules, parce que même l'État islamique, c'est pas toujours géré comme un régiment d'infanterie de l'armée allemande. Bon, aujourd'hui, il est clair qu'Israël a très peu d'amis chiites, pour dire les choses comme ça. Que ce soit au Liban, en Syrie et surtout en Iran, Israël n'a pas d'alliés chiites. En revanche, Israël a de plus en plus de relais dans le monde sunnite, surtout que l'Occident aussi, les États-Unis d'abord, est plutôt de ces côtés-là, avec les pays du Golfe de péninsule arabique, l'Égypte, la Turquie aussi. Donc Israël est globalement bien ancré dans ces camps-là. Mais puisqu'il y avait un avant, il peut y avoir un après. Et l'avant était, là ça rappelle un peu la stratégie de sphère d'influence ou des ceintures. Les pays non arabes, comme la Turquie et l'Iran, étaient très importants dans la réflexion, les Kurdes aussi, la réflexion stratégique israélienne pendant plusieurs décennies.
Et personnellement, je pense que un revirement radical avec l'Iran est possible. Je pense que c'est vraiment une question d'élite, c'est une question des régimes et d'élite dirigeante iranienne, et que une fois ces régimes ne seront plus, je pense que les choses peuvent aller très très vite, parce que il n'y a pas de véritable problème insoluble entre les deux pays. Il y a à peine un problème, il y a un litige commercial qui peut être résolu par un chèque. Il n'y a pas une question de territoire, il n'y a pas toutes ces questions qui enveniment les relations entre Israéliens et les nations arabes, les pays des sociétés arabes qui les entourent, et encore moins avec les Palestiniens. Donc il y a beaucoup de mots qui étaient dits, des discours. Il y avait quelques attentats, des réactions. Il y avait un long 35 ans de propagande anti-sioniste, anti-israélien assez virulent, mais beaucoup moins qu'avec d'autres pays dans la région. Donc je pense que puisque avant 1979, on pouvait avoir une relation assez étroite, je pense que ce n'est pas à exclure qu'à un moment ou à un autre, les choses vont rebasculer. Et à ce moment-là, Israël pourrait avoir, je dirais, des relais très puissants au cœur même du monde chiite. En général, et assez rapidement, parce que les chiites, on dit chiisme politique, on dit Iran. Le Hezbollah, c'est un satellite, c'est une branche, une franchise. C'est pas le cœur de l'affaire. Si demain Israël a des relations, je dirais, plutôt normales avec l'Iran, je pense que la question libanaise pourrait être réglée, pas facilement, mais ce sera envisageable. Et je pense, j'ai pas d'éléments, j'ai pas d'informations. La seule chose que j'ai dit, ce qui était possible avant 1979, ne peut pas être impossible aujourd'hui. Donc malgré toutes les déclarations, vous savez, actuelles de Netanyahou. Bien sûr. Parce que c'est pas... Même lui, il rêverait de ça. Ce changement de régime en Iran, quelque chose qui ressemble à la chute du mur, et on passe d'une situation de guerre froide en situation d'échange d'ambassadeurs, de visites, de touristes. Ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est un défi majeur, mais c'est aussi quelque chose qui peut changer aussi rapidement que les changements en Europe entre 1988 et 1991. C'est-à-dire quelque chose comme l'unification de l'Allemagne, la chute du mur, l'implosion de l'URSS, tout ça s'est passé en 2 ou 3 ans. Et on a passé d'une situation où on boycotte les JO de Moscou 80, où les Russes élisent, pas les Russes, le Politburo élit des présidents de plus en plus durs, des anciens des Andropov, etc. Et puis arrive Gorbatchev, et en quelques années, l'affaire est terminée. Alors, je ne dis pas que c'est de bien, mais je veux dire, c'est que d'une situation d'hostilité, on peut passer assez rapidement à quelque chose d'autre si tout dépend je dirais
caractère de litige. Je pense qu'avec les Palestiniens, par exemple, quelque chose comme ça n'est pas possible. C'est trop profond, trop compliqué pour envisager une solution rapide. On peut trouver une solution, des solutions intermédiaires, mais on ne peut pas s'attendre à une véritable paix avant très très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais contrairement, moi je suis convaincu qu'avec l'Iran, dans une espèce de plusieurs mois, quelques années, on peut passer de la nuit au jour. On peut passer d'une hostilité, d'une haine, d'un discours extrêmement dur à des relations comme avec Moscou, vraiment en quelques années, parce qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière, sauf des calculs géostratégiques. Il n'y a pas de ces genres de choses qui mobilisent des dizaines de millions de personnes durablement. Comme il y a, pas des dizaines de millions, comme il y a avec le peuple égyptien, ou le peuple en pluriel syrien, ou le palestinien. Il n'y a pas du tout ces genres de passifs, pas du tout. Donc je crois que ça peut évoluer très très vite si les régimes iraniens changent radicalement. Et ça peut arriver, on a vu ça par le passé. Je n'ai pas d'informations, je ne sais pas si ça va arriver. Et si ça va arriver, je ne sais pas si ça va arriver dans 12 semaines, 12 mois, 30 ans. Mais je dis seulement que contrairement au conflit avec les Palestiniens, là il y a un conflit qui peut être résolu à une vitesse incroyable. Alors, là, ce que je peux dire, c'est ce que je vois comme être la logique de base. Le Hamas a un problème majeur. D'un côté, sa raison d'être, sa base politique, je dirais, c'est que contrairement à l'OLP, sa stratégie est toujours la lutte armée contre l'État d'Israël et l'élimination de l'État d'Israël. Après, il tolérerait une communauté juive, mais contrairement à l'OLP aujourd'hui, il s'agit en aucun cas d'une entité politique juive en Palestine. Donc, si le Hamas renonce à cela, ce n'est plus le Hamas. C'est un sort de Fatah bis. Après, on peut dire aussi que dans beaucoup de pays, la différence entre le grand parti de gauche et le grand parti de droite est mince. Mais ce n'est pas encore le cas chez les Palestiniens. Là, il y a le Hamas qui dit c'est sur le champ de bataille. Et voici, ça se passe sur le champ de bataille. Et l'objectif, c'est d'éliminer l'ennemi. Tandis que l'OLP dit c'est autour d'une table de négociation. Et l'objectif, c'est 12 États. Donc, les jours où les Hamas va changer de discours, il va perdre son identité, sauf s'il en trouve d'autres. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est qu'ils sont au pouvoir, grosso modo. Le Hamas existe depuis 1987. Tous les ennemis d'Israël, tous les adversaires d'Israël ont commencé comme ça. On ne parle pas avec Israël, on élimine Israël. Très souvent, après entre 20 et 30 ans, le fait de devoir diriger un pays, le fait de s'effriter à Israël militairement plusieurs fois avec plus ou moins de succès, ont amené tout le monde à changer leur perspective. Que ce soit l'Égypte, que ce soit la Jordanie, que ce soit l'OLP, que ce soit même la Syrie, qui à un moment donné a compris après 1973 que c'est pas comme ça qu'ils vont y arriver. Donc tout le monde part de même stratégie, de même postulat. La stratégie, c'est la guerre, l'objectif, c'est l'élimination de l'État d'Israël,
Et tout le monde essaye et passe à autre chose. Je pense que le Hamas est aujourd'hui dans cette étape-là. C'est-à-dire ils ont compris après presque 30 ans que ça prend beaucoup plus de temps que ne croyez et c'est beaucoup plus compliqué aussi que ne le croyez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? S'ils renoncent comme ça de jour au lendemain avec une déclaration, on leur dit ok, alors pourquoi voter pour vous, pourquoi vous soutenir plutôt que leur Fatah? En plus, pendant des années, vous dites que vous faites fausse route, maintenant vous avouez une erreur, raison des moins encore de vous soutenir. De l'autre côté, ils disent mais notre stratégie qui est aussi notre âme, notre raison d'être, n'apporte pas de fruits et le temps passe. Le temps passe, on sait, si jamais vous allez fonder une religion, vous pouvez commencer par promettre le Messie pour demain ou l'Apocalypse pour après-demain, ça peut marcher. Mais si ça n'arrive pas au bout d'un certain nombre d'années, il faut faire évoluer la doctrine et raconter autre chose pour que les gens passent patientes. Il faut passer d'une tension très forte pour demain, pour après-demain, comme au temps de Jésus, de Messie, etc., vers quelque chose, vers une doctrine qui peut changer ça et permettre aux gens d'attendre des milliers d'années et passer une vie entière à entendre sans dire vous dites n'importe quoi. Et donc le Hamas passe aujourd'hui d'une phase où on peut dire la victoire c'est pour demain et pourquoi nous et pas eux, parce que eux sont compromis, nous sommes prêts à nous faire exploser. On vous suit. 30 ans plus tard, on dit ok, bilan. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc aujourd'hui, ils sont là. D'un côté, il faut absolument faire évoluer, il faut raconter une autre histoire. De l'autre côté, si les changements sont trop brutaux, ils deviennent fatarbis.